Bonsoir à tous. Le thème des journées du patrimoine cette année, c'est Color. Ces couleurs qui de tout temps ont eu une place dans la ville. On pense aux graffites par exemple qui ornent certaines façades ou les vitraux au-dessus de certaines portes ou dans les églises. Et le patrimoine de demain, il est en train de voir le jour un peu partout dans la cité. Des graffitis, des fresques de plus en plus présentes. On va le voir dans cette émission et on va découvrir ces artistes qui font vivre les murs. Je vous les présenterai dans un instant, mais tout de suite on va plonger dans cet océan bigarré. Du projet le plus modeste comme celui-ci, initié par les jeunes du quartier Versailles, créer une fresque dédiée à la boxe sur un vilain mur. C'était cet été et une grande première pour la plupart d'entre eux. Avant c'était tout, il n'y avait rien ici et là ça donne de la couleur et tout. Dès que tu rentres, tu vois qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est plus beau. Ouais. Et voici une réalisation beaucoup plus monumentale, une gigantesque œuvre sur les murs qui entourent un des plus imposants buildings de l'avenue Louise. Une idée du propriétaire des lieux confiée à 3 artistes et une véritable prouesse technique. Ici on est, je pense, à 4000 m² d'autocollants sur toutes les 3 faces. Et voilà, c'est un énorme défi pour nous, oui. Agette, c'est un parcours sur le thème de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui voit le jour. Il a été initié par la commune. 6 fresques dans différents endroits. Et celle réalisée sur cette crèche est l'œuvre d'un couple d'artistes franco-espagnols. On lui a donné carte blanche. Un travail basé sur des rencontres avec des femmes. C'est autour d'elles que naît leur inspiration. Il faut savoir que notre travail, en fait, c'est un registre un peu de ce qui se passe au XXIe siècle avec des portraits féminins sur une planète qui n'est plus exactement la même. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on interviewe des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes principalement, et on a toute une documentation sur ces femmes pour pouvoir après les utiliser à un niveau artistique en fait et de créer des œuvres. Un peu partout donc, le street art envahit la ville et devient le terrain de jeu de ses créateurs qui rivalisent d'imagination pour lui donner de nouvelles couleurs. Alors bonsoir Coolcore, c'est vous qui êtes derrière ce projet Agette, ces 6 fresques, c'est vous aussi qui êtes derrière le projet de cet immeuble à l'avenue Louise. Alors ça fait longtemps déjà que vous êtes sur le terrain, on peut dire, comme street artiste. Comment vous expliquez cette tendance aujourd'hui d'un art qui au départ se faisait en souterrain et qui maintenant est devenu presque officiel, on va dire, à certains endroits ? Je pense que c'est assez simple, c'est une question de temps. Ça existait, ces phénomènes, le monde entier. C'est juste une question de temps pour que les propriétaires des immeubles et les communes et les villes et les pays se ouvrent les portes pour accueillir. C'est bien pour la Belgique. Je dis aux plusieurs reprises que ce n'est pas les choses qu'on fait aujourd'hui, mais il y a de longues dates des années des artistes qui ont commencé dans la rue, notamment les graffeurs. La scène des graffitis en Belgique était assez importante depuis plus que 20 ans déjà. Et voilà, on est à le moment où l'importance de l'actualité a son rôle pour faire déclencher de grands fresques. Ouais. Alors Amandine Le Sey, bonsoir. Vous êtes intervenue vous aussi récemment avec une fresque qu'on va découvrir, donc en hommage au personnel soignant à XL. Vous êtes intervenue aussi sur le bâtiment des Arts et Métiers avec une grande fresque dédiée au Tour de France. Et vous êtes une femme qui est active dans ce domaine. Et c'est ce que j'ai vu, vous n'êtes pas nombreuses. Comment ça se fait ? Malheureusement. Je dirais que de façon générale, dans le hip-hop, il y a plus d'hommes que de femmes, que ce soit dans le rap, dans la danse ou dans le graffiti. Après, je pense qu'il n'y a pas de vraie raison particulière ou technique. On est capable de faire aussi bien. Et je pense que malheureusement, on vit dans un monde où dans beaucoup de domaines, surtout ceux qui sont médiatisés, il y a plus d'hommes que de femmes et je pense qu'il faudrait que ça change. Ouais, et c'est pour ça que vous avez eu du mal à faire votre place ou alors ça a été plutôt une évidence Non, moi personnellement non. En tout cas pas par rapport au street art. En fait, pour le mur du Tour de France, on est venu me chercher. Et puis après, ça a été plus des initiatives personnelles. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, moi ça fait longtemps que je fais de la peinture. Et je viens aussi du milieu du graffiti. Et c'est un milieu où tout le monde se connaît. Et moi j'ai jamais eu de soucis pour me faire une place là-dedans. Mais alors, même je dirais que quelque part d'être une femme quand il n'y en a pas beaucoup, c'est
pour moi, peut-être même un avantage. Ouais, mais vous m'aviez dit en préparant cet entretien, c'est en train de changer, quoi, ça. J'espère que c'est en train de changer, et moi, si je peux y participer, là, sur tous les projets que j'ai à venir et ceux que j'ai déjà faits, j'essaye de faire travailler des effectivement, femmes. parce que vous ne travaillez pas seul, on va en discuter un peu plus tard dans cette émission. Novadette, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aussi, vous êtes intervenu récemment avec ce portrait de George Floyd, tout près du pont de Laken. On va aussi avoir l'occasion de le voir. Mais cette question, pour vous aussi, vous avez commencé à peu près comme tout le monde ici en faisant du graffiti. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi de ne plus bosser dans l'illégal ? C'est pas un choix de ne plus bosser dans l'illégal. En fait, c'était illégal parce qu'à la base, on n'avait pas d'endroit où on pouvait s'exprimer. Moi, ça a toujours été un choix d'esthétique. Ce qui m'a attiré dans le graffiti, c'était d'abord l'esthétique. Après, le fait que c'était interdit, avec l'adolescence et tout ça, bon, on joue avec ça. Mais sinon, à la base, c'est vraiment la recherche de s'exprimer à l'extérieur, sur des surfaces. Ouais. Alors vous, Amandine, vous avez commencé en vandale, c'est l'expression que vous employez également. C'est presque un passage obligé, ça, au début. Non, je dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes qui font du street art aujourd'hui qui n'ont pas forcément un passif de vandale. Après, moi, c'est mon histoire personnelle. Donc vous avez fait les trains, les murs, etc. Moi, avec quand du graphe. quand j'avais 15-16 ans à Paris, j'étais vraiment le graffiti. Pour moi, c'était peindre des métros, principalement. Ouais. Alors, Coolcore, on pourrait s'exprimer, on pourrait dire, vous pourriez vous exprimer via une toile, via d'autres supports. Vous le faites également. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné, le mur vous apporte ? Le format. Premièrement, c'est le format. Moi, j'aime bien les défis. Donc, si le mur n'est pas parfait, il y a des angles, il y a des choses qui rendent l'exécution difficile, ça m'intrigue. Et je suis attiré à ça. Là, je dois dire à Nova Dead, félicitations. Et toi aussi, parce que franchement, ce n'est pas des murs faciles. Et j'aime bien quand je vois les artistes qui s'engagent vraiment dans qu'est-ce qu'ils font. Ouais, et ça veut dire quoi, s'engager dans ce qu'on fait Pas freiner, d'aller plus loin que ton dernier projet. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, j'ai fait ça, mais c'est quoi mon prochain projet? Si mon prochain projet n'est pas à la hauteur de le dernier, si pas plus, je suis en train de faire des marches à l'arrière. Ouais. Alors Novadette, vous avez commencé à travailler, c'est presque un autodidacte, votre apprentissage. Vous m'avez dit, vous avez suivi quelques formations, mais l'essentiel, c'est l'apprentissage autodidacte. Oui. Et l'inspiration, elle vient d'où? Est-ce que c'est des grands maîtres qui, à un moment donné, vous ont inspiré? Ça, c'est vers la fin, vers plus aujourd'hui. Sinon, au départ, j'étais d'abord inspiré par d'autres graffeurs et d'autres graffitis. Et puis ensuite, c'est un peu de tout. L'inspiration, elle vient vraiment de partout. Moi, j'ai jamais eu de souci d'inspiration. En fait, c'est vraiment, c'est plutôt et appliqué. Et en même temps, quand on voit vos créations, on voit l'importance du vitrail. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a compté pour vous. Oui, en fait, quand j'étais petit au Congo, j'allais tous les dimanches à l'église et il y avait des vitraux. Et donc, je passais mon temps à regarder les vitraux et il y a ça, et puis il y a la faune équatoriale, parce que je viens du Congo, Bandaka, et c'était en plein dans l'équateur, donc du coup, j'étais entouré par cette faune, et c'est ça que j'essaie d'exprimer aujourd'hui. Oui, et on voit effectivement dans vos œuvres, c'est très très découpé comme ça. Oui, oui, c'est un travail de découpe, comme des vitraux, quoi. Alors vous, Amandine, on est dans un style, on est un parcours différent d'abord, parce que c'est vrai que vous avez commencé en vandale, et puis il y a eu tout un parcours artistique pour vous, avec des études. Tout à fait, mais les deux étaient compatibles. J'ai commencé une formation même au lycée, déjà artistique, et voilà, que j'ai continué à Paris, avec l'université, et puis ensuite j'ai fait la Cambre à Bruxelles, en peinture et en gravure. Et s'il fallait décrire votre style, vous diriez quoi ? Bon, je dirais que je m'inscris dans quelque chose clairement de figuratif et de réaliste. Et après, je pense que le style évolue en fonction de la demande, du support, du moment où on est dans son évolution personnelle. Mais c'est vrai que je suis pas passé à l'abstrait pour le moment. Oui, effectivement. Et vous, Coolcore, c'est vrai qu'à JET, vous me l'avez dit, on travaille sur la Déclaration universelle des droits humains. Et pourtant, quand on voit votre œuvre, on est complètement dans l'abstraction, on va la découvrir. Alors, comment est-ce qu'on représente les droits humains par de l'abstraction ?
Mais c'est justement ça comme question quand on regarde n'importe quelle œuvre d'art. Si ce n'est pas 100% figuratif, il y a un discours qui est derrière. Et mon travail, c'est en représentation de mouvement et de liberté. Et justement, mon œuvre-là, c'est sur l'article 27 qui parle de le droit d'accès à la culture. Donc, pour moi, c'est vraiment... Ça représente moi à l'intérieur de moi. Alors on disait l'importance du mur, là on le voit, vous travaillez sur deux murs différents. Comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce que ça se conçoit une œuvre comme celle-ci? C'est en fonction de l'endroit que l'on vous propose? Oui, j'aime bien de regarder le mur, tout ce qui est autour. Imagine comment je peux habiller cet espace. Je commence avec, pour ce projet-là, un croquis, un petit dessin, mais l'art est organique, donc ça doit rester statique. Si on a un programme en dessin, on va dévier de ça. C'est impossible de faire copy-paste. Donc, moi, pour cette fresque-là, je laissais le mur me guider pour voir comment je vais faire mon évolution. Ouais, laisser le mur, se laisser guider par le mur. Quand on voit votre intervention, Novadette, au pont de Laken, avec une surface vraiment excessivement difficile, hein. J'imagine que pour vous, c'était très compliqué, cette fresque de George Floyd à cet endroit-là. Vous avez travaillé comment? Moi, les dernières années, je prépare tout à l'avance. Donc, tout le travail de création est fait. J'improvise plus sur le mur, en fait. Donc, tout le travail de création est fait à l'avance. Et alors, une fois que je suis sur le mur, c'est une reproduction d'un travail qui a déjà été fait. Et du coup, pour le mur de Laken, c'était vraiment pratique parce que l'endroit est pas facile et ne laisse pas vraiment le luxe et la liberté de pouvoir improviser, chercher sur place. Ouais, et donc, vous commencez à travailler sur une A4 comme ça ou sur une A3 un peu plus grand, mais oui, donc je travaille un dessin, vraiment un crayonné d'abord, et puis ensuite je digitalise et... Je travaille avec mes couleurs et mes références. Ouais. Comme ça. Mais est-ce qu'il y a encore de l'improvisation aujourd'hui? Moi, personnellement, quand... Non. Si. Moi, quand je fais un mur, c'est un peu comme Cool Core. Enfin, j'ai une esquisse de départ, j'ai une idée. Et en fait, quand on commence sur le mur, il y a toujours des choses qui se passent qui font qu'en fait, je me dis « Ah, mais non, ça va mieux fonctionner comme ça. » Ça peut arriver qu'on se trompe même de peinture et qu'on se rende compte qu'en fait, la couleur, elle est mieux. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec le support en fait, et il y a une réaction. Moi, je me laisse toujours une marge de manœuvre par rapport à mon dessin de départ. Parce que là, on va montrer tout de suite l'ensemble des fresques du parcours que vous avez réalisé à Jette. On a l'impression que tout est vraiment quadrillé, qu'il y a très très peu d'improvisation dans ces œuvres. Oui et non, parce que moi j'ai vu les dessins avant et je vois l'après. C'est quasiment impossible de faire un copy-paste. Même à l'époque où la projection sur le mur pour tracer les lignes était à la mode, on choisit de changer en couleur, par exemple. Et là, on est sur quelque chose d'autre. Ouais, et là, vous travaillez comme Novadette, donc sur un petit format à la base, parce que vous me disiez par exemple que vous utilisez à un moment donné un vidéoprojecteur pour projeter en fait la fresque sur le mur. Oui, selon si c'est possible, si on a le recul qu'il faut, et selon les délais, parce que moi, on m'a souvent donné des projets, tu as 10 jours, tu as 2 semaines, et à partir de là, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour être efficace. Donc après, le vidéoprojecteur, il est là pour placer des grosses masses. Mais ça ne change rien au fait que on a changé les fonds, on a changé les couleurs, on a changé des formes. C'est vraiment une façon d'être efficace et de gagner du temps, pas forcément de respecter à la lettre. Et on est toujours dans cette urgence avec le top chrono et l'adrénaline pendant tout le long de la réalisation. Oui, ça fait partie des projets en général. Mais c'est aussi, moi j'aime bien avoir cette pression parce que ça me permet de travailler sans justement me donner trop de temps de réflexion et d'hésitation. Et, donc du coup, on va au vif et c'est assez instinctif. Et des fois, souvent même, pour moi, je trouve que ça a un meilleur résultat. Oui, mais en même temps, Ajed, vous m'avez dit que ça vous a pris des années de travail pour arriver à boucler le programme. Alors, pourquoi cette urgence tout d'un coup? Une urgence parce qu'il y a des deadlines. On ne peut pas changer ça. S'il y a des entrepreneurs, il y a des engagements pour le matériel, pour réaliser l'œuvre.
quand on dépasse le deadline, on entre dans des choses qui sont compliquées. C'est obligatoire de passer par de certaines étapes pour réaliser de grands Parce fresques. qu'il y a des budgets, enfin si je peux me permettre, par exemple, si on travaille avec des élévateurs, etc. Ouais, on a c'est quel loué. budget pour une C'est loué fresque tous les jours. Bah, c'est un combat quotidien, quel budget on va avoir. Allez, Honnêtement, je pense que les gens se pour rendent... celle du Tour de France, par exemple, que vous avez réalisé. Vous voulez est-ce des qu'on- chiffres. Non, si Non, vous non, pouvez voilà. donner Non, un mais ordre de moi, grandeur, hein, je ne non, demande mais pas le chiffre précis. moi, j'ai aucun souci avec la transparence. Au départ, quand on m'a demandé de faire cette fresque, on m'a dit tu as 2 semaines et il n'y avait rien de préparé. Alors là, Voilà. challenge. Hein. Et 5 jours de préparation, plus ou moins, et 2 semaines pour la réaliser. Et ils m'ont proposé 15 000 euros. Et voilà, autant vous dire que 15 000 euros, c'est ce qu'un entrepreneur va demander pour une surface de 360 mètres carrés pour repeindre en blanc. Donc j'ai dit non, ça ne va pas être possible. Donc voilà, j'en ai obtenu 29 000. Et on n'a pas compté nos heures, je peux vous le dire. J'imaginais un On combat compte- quotidien. on Ouais. compte enfin, moi, je compte jamais vraiment les heures. Je veux dire, Ouais. Est-ce que il y a vous une- il y a savez, une marge comme ça, ouais, mais vous savez lire le temps à peu près théorique que ça va vous prendre quand vous faites George Floyd par exemple, vous savez dire ça me prendra autant de temps et puis vous êtes surpris sur le terrain. oui, en général, je suis surpris parce que je vais plus vite que prévu. Mais Très bien, tant mieux pour vous. Mais après, si je puis me permettre, compter ses heures quand on est tout seul à travailler ou qu'on est, on est à 2 et que c'est notre projet. Moi, quand j'ai eu des projets comme celui pour le Tour de France, il fallait que j'engage des gens parce que les délais n'étaient pas Ouais, tenables. vous, en fait, autrement. vous travaillez toujours avec d'autres personnes quoi, sur les fresques. Ça dépend. En tout cas, pour le Tour de France, c'était obligatoire avec le timing. Et là, à partir du moment où on engage des gens, on paye des gens. Il ne faut Et pas là- oublier le métier. Ouais. Météo. Voilà. Ouais. Et oui, Ouais, c'est vrai, il y a oui, aussi il y a la les circonstances météo, climatiques, alors, il y a plein de choses. Mais là, La on est un peu météo, obligé de c'est compter quelque quand on fait des budgets. Après, quand on est que pour soi, c'est différent. Et donc il y a l'idée effectivement de permettre à d'autres de se lancer dans cette aventure quand on a un contrat. C'est la même chose que vous avez fait à Jet en offrant cette possibilité à des artistes. Oui. Justement, moi, j'ai imaginé de faire un projet où j'avais 3 hommes et 3 femmes. Mais je n'ai pas arrivé à 100% parce qu'il y avait un couple. Donc, j'ai fait un compromis. C'était important qu'il y avait quelqu'un qui a grandi dans la commune. Quelqu'un une femme qui travaille avec l'aérosol, pas uniquement la peinture. Quelqu'un qui est plus dans l'illustration. J'avais calculé d'essayer de construire une espèce de United Nations qui est disponible, capable d'être sur place pour réaliser ce projet. Alors justement, par rapport à ça, comment est-ce que vous êtes considéré par rapport à ceux qui continuent à travailler en vandale, puisque finalement certains vous disent, vous devez peut-être l'entendre à certains moments, vous êtes un peu rentré dans le rang, vous avez vendu votre art. Oui, c'est ça. C'est des choses que vous entendez, ça, Amandine? Bon, pas en ce qui me concerne. Après, je pense que tout dépend de ce qu'on fait sur le mur. Voilà. Si on fait quelque chose qui est en accord avec nos valeurs et qu'on est en train de parler de sujets qui nous intéressent et qui nous tiennent à cœur, on est juste en train d'exprimer notre art au plus Mais on grand se pose nombre. des questions quand on reçoit une commande d'un client à un moment donné en disant est-ce que c'est compatible avec mes valeurs, on va dire ça comme ça. Ah bah oui. Après, les commandes de la ville, en général, on est quand même sur des projets plus sociaux avec des valeurs. Si on est sur des clients privés... Ouais, et vous, par exemple, Novadette, la fresque sur l'Europe, elle vous a été commandée par Athénor. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un questionnement par rapport aux clients? oui, il y a eu une conversation et c'était, je crois que celui qui a été accepté, c'était le 3e projet. Donc eux, ils m'ont proposé de mettre à un endroit de la fresque la phrase « The future is Europe ». Moi, ce que j'ai choisi, c'était vraiment de la centrer et de la placer, de la mettre en valeur, quoi. Donc il y a un échange, oui, avec le client, mais ouais, comme elle dit, il faut que ça corresponde à mes propres valeurs. Ouais. Sinon... Et ceux qui vous disent tu t'es vendu aux intérêts commerciaux. Déjà, pour moi, c'est très clair. Ce que je fais là, c'est de l'illustration et la surface, c'est un mur. C'est pas du graffiti writing. Donc je suis déjà pas en train de faire des graphes sur des murs Lego. Donc je suis dans une autre discipline, même si à l'origine je viens du graffiti. Quand je fais des fresques, c'est autre chose, c'est de l'illustration. Ouais. Donc Alors, pour moi, il n'y a pas de... ouais, souvent, on est dans l'éphémère quand on travaille avec ce type de mur qui est censé à un moment donné
disparaître, être détruit, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une volonté de votre part, vous réalisez des toiles également, d'inscrire plus une œuvre dans la pérennité? Sur la voie publique? Non, pour que Coolcore, ce ne soit pas un mur, une œuvre de Coolcore ne disparaisse pas à terme. Banksy, on a fait sa spécialité, des choses qui disparaissent, mais il est rattrapé par les marchands d'art, etc. Vous, de votre côté, est-ce qu'il y a une volonté d'être exposé à certains moments en galerie parce que vous aimeriez bien que votre œuvre perdure dans le temps? Mais je dois dire que mon premier expo, j'avais 15 ans, et cette année, ça fait 40 ans. C'était en 80. À ce moment-là, j'étais un gamin en train de faire ce que j'aimais, et j'ai eu l'occasion, grâce à un expo qui était en train de se faire au Bronx. Mais à le moment, on tous peut dire, à le moment où on accepte d'être payé pour quelque chose, on passe à autre chose. Et bien sûr, si je compte toutes les choses que j'ai fait en vandale dans mon adolescence, et je vois des artistes aujourd'hui qui battent d'entrer dans le légal, après des années en disant oui, vous êtes des traîtres, tout ça. Je trouve ça, c'est rigolo, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un pastime? Ouais. Oui, Amandine, je vous vois. Non, mais c'est vrai que le questionnement du métier, en fait, est intéressant, parce qu'on ne fait pas de son métier de faire du graffiti vandale, de faire de la peinture, oui, et à partir du moment où c'est son métier, on accepte le fait qu'on a envie de gagner sa vie avec, et on rentre forcément dans des logiques d'argent. Ça ne veut pas dire ne pas être en accord avec ses principes, mais c'est pas le même positionnement. Et voilà, si on veut gagner sa vie avec ça, on rentre dans cette logique. Et on y arrive à gagner sa vie, vous aujourd'hui, Novadette, par rapport à... Ouais. Vous aussi, Amandine? Oui. Ouais. non, mais moi, je tiens à remercier aussi la Belgique par rapport à ça. Moi, ça fait 10 ans que j'ai mon statut d'artiste, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir, à des moments où je gagnais pas forcément d'argent, de prendre 4 mois pour préparer une exposition sans savoir si je vais vendre derrière, et de pas faire un métier aliénant qui nous empêche de pouvoir rester créatif. Et du coup, voilà, les moments où on gagne pas d'argent, d'être soutenu par l'État, on a beaucoup de chance, enfin, je trouve. Et aujourd'hui, on va voir quelques images de tags. Je les ai photographiées ce matin. On en trouve un peu partout, sur les façades, sur les portes, un peu partout dans la ville. Vous avez quel regard, vous, sur ce qui est considéré encore comme une infraction susceptible d'amende? Est-ce que vous dites c'est nécessaire aujourd'hui pour ces artistes, ou alors il faut qu'ils trouvent d'autres supports? Moi, quand je regarde les tags dans la rue, c'est parce que je viens de là. Je cherche l'esthétique. Tu peux voir un mur blindé, rempli de tags. Ouais. Je vais trouver une personne, une lettrage que je dis, cela, il a étudié, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est beau. Même si c'est illégal. Ça, c'est moi, parce que je viens de l'idée que le tag, c'est pour essayer d'avoir perfection en quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre. Comme un calligraphe qui va répéter un alphabet jusqu'à la fin de ce temps. Pour le graffiti dans la rue, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, parce que chacun a un besoin de s'exprimer. Ouais, vous partagez cet avis, Novadette? Oui, bien sûr. Hein. Ouais, moi, je viens du graffiti aussi. Je viens du tag. À la base, j'ai commencé avec le tag, donc je comprends très bien. Et je veux dire, c'est pareil, moi, quand je vois des tags, je me dis pas c'est une dégradation d'un lieu public. Ce que je regarde instinctivement au départ, c'est la beauté du tag. Voilà, c'est la beauté de la calligraphie. Et sur ces fresques qui sont réalisées illégalement, on pense à toutes ces fresques érotiques qui ont à un moment donné fleuri un peu partout dans la ville, comme ce pénis sur une façade de Saint-Gilles, qui est d'ailleurs dans notre générique. Votre regard là-dessus? Mon regard là-dessus? Après, moi je trouve que le fait que ce soit illégal permet à la personne de s'exprimer de la façon dont elle veut. C'est aussi... je pense que c'est un bon buzz également. Ah, ça a été vu dans le monde entier, ça c'est clair. Quoi. Voilà, après, moi je dirais que selon ce qui est fait, il y a des choses j'aime pas par rapport à l'esthétique. De la même façon qu'avec un tag. Il y a des tags que je vois parce que ça peut m'agresser, genre il est pas beau, et il y a des tags, je les trouve magnifiques. Je peux passer 10 minutes, m'arrêter dans la rue et me dire putain... Ouais, mais créer des fresques illégales en une nuit comme ça reste quand même des choses exceptionnelles, c'est plutôt rare, quoi.
rare, mais ça a été fait. Je vais, Ouais, je vais- ça a je- été fait, je ouais. vais prendre cette question et je vais faire comme ça. Moi, je trouve que tu es la meilleure personne placée pour parler des fresques faites la nuit. Parce que Mais- venant du Bronx, Oui, mais le truc, c'est que quand j'ai venu ici, c'était pour exposer dans une galerie mon premier voyage. Il n'y avait pas beaucoup quasiment pas de graffiti dans la rue. Quand je faisais des illégales en Belgique, c'était pas des grands fresques, c'était principalement des tags. J'étais pas dans une optique de faire des fresques pour réaliser un fresque. Chaque chose a son évolution. Mais pour réaliser quelque chose dans 4 heures, c'est un défi. Ouais, j'imagine. C'est un défi. Et si tu augmentes les risques, être dans un hangar un dépôt de train ou dépôt de bus, c'est encore plus difficile. Si tu prends pas en corde pour peindre la nuit, Ça, 5 mètres de haut, ouais. 10. Tout ça. Et nous, comme artistes, quand on voit des fresques qui arrivent en illégal comme ça, on calcule tout ça. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. j'imagine. Qu'est-ce qui... J'imagine. Mais ce que je voulais dire, Coolcore, c'était Rapidement. que plutôt par rapport au Bronx, tu étais quand même dans l'endroit où il y avait énormément de fresques réalisées la nuit sur des trains. Et donc c'est vraiment de là que ça vient. C'était quotidien, chaque jour. Donc ouais. Il y avait je veux dire, quelque chose de t'as dû nouveau chaque baigner jour. vraiment dans... Ben, on va vous remercier en tout cas d'être venu sur notre plateau puisque l'émission est terminée. Donc on vous invite à Jette à aller découvrir ces 6 fresques. C'est un parcours qui dure une 40aine de minutes dans la commune et il y aura une nouvelle opération autour du surréalisme. Ce sera l'année prochaine, c'est bien ça ? On espère, allez, le plus tôt possible, on va dire ça. Merci Amandine, on peut découvrir vos fresques aussi en ville et puis on a hâte de voir vos prochaines œuvres sur les murs de la ville. Merci en tout cas d'être passé par notre plateau. Autrement, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.